Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Twitch du CNES, ce soir pour une émission particulière avec un sujet particulier qui est évidemment dans l'actualité spatiale. Ce soir, eh bien, nous allons discuter principalement de l'essai à feu de longue durée d'Ariane 6. Cet essai, il a eu lieu le 23 novembre 2023, il y a quelques jours donc. Il s'est déroulé à Kourou, en Guyane, et on a testé justement le moteur central d'Ariane 6 qui justement fera partie des différents systèmes de propulsion qui l'enverront certainement prochainement dans l'espace pour son vol inaugural. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé le 23? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir? Eh bien, tout ça, on va pouvoir en parler. On va en parler avec nos deux invités de ce soir qui sont Carole Deremaux, ingénieur en chef système de lancement, et Pierre Guillem, chef de projet Moyen Sol. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour à vous et évidemment bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont actuellement dans le chat sur la chaîne Twitch. Bonjour à vous, bien sûr, installez-vous, n'hésitez surtout pas, prenez vos aises. Voilà, on est là, on va rester une heure et demie ensemble, on va discuter de ce dernier essai à feu de longue durée, voilà, qui s'est passé le 23 novembre. Surtout dans le chat, si vous avez des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, évidemment, hein, on ne va pas parler de trou noir ou du Big Bang, donc sur Ariane 6, sur le récent essai à feu long, eh bien n'hésitez surtout pas à poser vos questions et puis à différents moments dans l'émission, eh bien on les fera remonter à nos invités et on discutera ensemble. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Eh bien, on va commencer tout de suite par nos invités. Carole, Pierre, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Carole, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, je m'appelle Carole de Remous, je suis au CNES depuis 2005. Je travaille dans la sous-direction, dans la direction du transport spatial et je travaille sur le projet Ariane 6, dans l'équipe intégrée avec l'Agence spatiale européenne. Et notre équipe a en charge sur Ariane 6 les fonctions qui sont à l'interface entre le lanceur et les moyens sols. Par exemple, quand on doit remplir le lanceur à partir de stockages qui sont au sol et faire venir l'ergol dans les réservoirs du lanceur, ou quand il faut commander le lanceur à partir du sol. Voilà, toutes ces fonctions pour vérifier que le lanceur et les moyens sols fonctionnent bien ensemble. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très précis. On y reviendra évidemment tout à l'heure. On verra justement dans quel cadre est-ce que tout ça, ça rentre dans ce fameux essai qu'on a vu tous et toutes il y a quelques jours. Mais on va d'abord revenir vers Pierre. Est-ce que tu peux te présenter, Pierre? Oui, donc Pierre Guillem, donc je suis également, comme Carole Ocnes, dans la même direction, au transport spatial. J'appartiens à la sous-direction des développements sol et donc j'occupe le poste de chef de projet des moyens sol Guyane depuis 2019. Avant ça, j'étais également au tout début du projet Ariane 6. J'étais en charge de la réalisation des infrastructures de l'ELA4, donc de l'ensemble de lancement numéro 4 dédié à Ariane 6. Donc vous avez vu peut-être, si vous êtes passionné par le spatial, certaines réalisations, dont le portique mobile. Et donc au titre de chef de projet, je supervise tous les développements qui ont eu lieu dans le cadre d'Ariane 6 pour réaliser tous les systèmes sol qui concourent à la mise en œuvre des essais, et en particulier de l'essai combiné dont on va parler aujourd'hui, le CTHF. D'accord. Ben justement, tu nous disais que tu étais là dès le début de ce fameux projet Ariane 6. Ben, on va peut-être commencer par faire un petit point historique. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce on développe ce projet Ariane 6? Pierre? Ok, alors il y a une date historique, enfin plutôt formelle, et je laisserai Carole la présenter. Pour ma part, j'ai démarré ce projet en 2012, donc il y a plus de 10 ans, dans le cadre des premières reconnaissances de terrain que l'on mène sur le centre spatial guyanais pour décider du choix du site que l'on va réserver à cet ensemble de lancement,
puisqu'il a été décidé au tout début du programme de créer un nouvel ensemble de lancement dédié à Ariane 6 et non pas de réutiliser un pas de tir existant. Donc, ce travail que j'ai mené avec des équipes évidemment du CNES et des équipes industrielles a duré quelques années. On a pu démarrer les premiers travaux d'infrastructure en tout début toute fin plutôt 2015, et on a lancé les grands travaux en 2016. Avant Voilà. de revenir sur Carole, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il a été décidé justement de recréer un nouvel ensemble de lancement plutôt justement que d'utiliser ceux d'Ariane 5? Alors déjà, le pâtir Ariane 5 était en exploitation, donc on ne pouvait pas aller sur le LA3, hein, l'ensemble qui est dédié à Ariane 5. D'autre part, chaque lanceur a sa spécificité, et donc on est obligé d'adapter les moyens sol aux besoins du lanceur, que ce soit pour la réception des étages, que ce soit pour son intégration. Donc on parlera peut-être des méthodes que l'on a mises en place pour intégrer le lanceur Ariane 6, également pour s'adapter à son mode d'avitaillement, en ergol notamment, et puis ensuite pour s'adapter aux opérations que l'on doit réaliser sur le lanceur, et notamment les opérations finales en chronologie de lancement. D'accord. Et Carole, justement, on parlait d'une date officielle qui a été marquée d'une pierre blanche. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, alors du coup, puisque Pierre me laisse la primeur, donc officiellement, le programme Ariane 6, effectivement, il a été décidé lors de la conférence ministérielle qui s'est tenue au Luxembourg le 2 décembre 2014, et c'est là que le programme a été vraiment officiellement lancé. Et donc, comme le dit Pierre, ça inclut le développement d'un nouveau lanceur et puis aussi le développement d'un nouvel ensemble de lancements. Et donc depuis, il y a eu énormément de travail qui a été mené des deux côtés pour en arriver à cette étape finale de validation du système de lancement dans son ensemble. Et donc cette étape finale, ce sont les essais combinés qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et notamment l'essai du 23 novembre. Alors justement, on va revenir sur ces fameux essais combinés. On va déjà expliquer ce que c'est, mais juste avant, pour en terminer avec ce nouveau lanceur Ariane 6, est-ce qu'on peut revenir sur la nécessité, la raison qui fait qu'on a besoin d'un nouveau lanceur? Pourquoi un nouveau lanceur? Pierre, peut-être? Alors, effectivement, on a connu avec Ariane 5 une période de prospérité, de prédominance dans le marché des satellites. Ça n'est plus le cas, comme tout le monde le sait, hein, depuis quelques années, et beaucoup d'années. Donc, il fallait réagir et il fallait se doter d'un lanceur moins cher. Euh, donc, la décision a été prise, comme l'a dit Carole, de 2014 de lancer Ariane 6 avec des particularités sur le lanceur qui permettaient de baisser les coûts. Alors, nous, de notre côté sol, on a eu également cette même démarche, c'est-à-dire de réduire également ce qu'on appelle les coûts récurrents, les coûts d'exploitation, pour que, au final, le lanceur soit, plutôt les opérations, puisque nous, on travaille sur les opérations au sol, les opérations soient les moins coûteuses possibles pour le futur exploitant et puis également Ariane Espace. Voilà. Donc, sur les particularités du lanceur, je vais laisser Carole, qui connaît beaucoup mieux que moi le sujet, sur les particularités d'Ariane 6. Oui, effectivement, alors comme le dit Pierre, il y avait vraiment un gros enjeu de réduction des coûts pour rester compétitif, avec un objectif très ambitieux de 40% de réduction des coûts. Donc ça se traduit côté lanceur par pas mal de choses, hein, notamment aussi des innovations sur la partie opération, comme le dit Pierre, mais aussi sur la partie fabrication, avec plus d'automatisation, des nouvelles innovations au niveau de technologie, par exemple de soudage ou l'utilisation de la fabrication par impression 3D. Après, en parallèle de cet objectif vraiment crucial de réduction des coûts, il y avait aussi un marché au niveau des clients satellites qui évolue avec des besoins nouveaux et un grand besoin de versatilité, c'est-à-dire des clients qui ont des besoins en termes d'orbite sur lesquels on doit les séparer et qui sont voilà, beaucoup plus variés que ce qu'on a pu connaître avec l'orbite géostationnaire
géostationnaire. Et donc pour ça, le lanceur Ariane 6, il apporte aussi ça. Il apporte deux configurations, une avec deux propulseurs solides, une avec quatre propulseurs solides, et puis un moteur de l'étage supérieur qui est rallumable. Et ça, c'est clé pour pouvoir offrir aux clients beaucoup plus d'orbites d'injection. Et répondre au mieux à leurs besoins, que ce soit côté satellites commerciaux, mais aussi les besoins des satellites institutionnels. D'accord, alors effectivement, là on rentre dans le dur avec l'intérêt, justement d'avoir ce nouveau lanceur, ou plutôt ses avantages. Donc tu disais que, il y a maintenant 2 versions qui seront, différentes. Donc on parlait des versions, on parlait des moteurs d'étage supérieur, du volume additionnel. Est-ce qu'on peut justement, revenir un peu lister ces avantages, tels qu'ils ont été prévus? Oui, oui, alors donc on peut détailler. On a effectivement déjà deux versions, je le disais, hein, avec une qui a deux propulseurs solides et une qui a quatre propulseurs solides. Ça permet d'offrir une gamme de performance qui est plus large que ce qu'on pouvait avoir avec Ariane 5, et donc de couvrir des besoins qui peuvent être plus variés, et tout ça avec le même lanceur et juste deux configurations différentes. Donc, on a aussi, je le mentionnais, le moteur Vinci qui est réallumable, qui permet d'atteindre des orbites variées, donc plus juste une orbite géostationnaire, donc des orbites basses, des orbites voilà, beaucoup plus qui répondent mieux aux besoins des nouveaux clients, et aussi des constellations de satellites. Le moteur Ce moteur, Vinci Le moteur Vinci, c'est oui, celui qui apparaît à l'écran, hein, c'est celui-là, c'est le moteur du deuxième étage. c'est ça, le moteur du deuxième étage, donc on appelle le ULPM, le Upper Liquid Propulsion Module, donc qui est l'étage qui va fonctionner hors de l'atmosphère. Et donc, il va pouvoir faire plusieurs boosts, un boost, deux boosts, voilà, les trois boosts selon les besoins. Et en plus, avec cette capacité d'être réallumable, ça offre aussi la possibilité de désorbiter l'étage supérieur. Ça, c'est important aussi pour que l'étage supérieur ne reste pas en orbite, et qu'on puisse ne pas laisser de débris en orbite. Et donc, on a cette capacité avec ce moteur allumable de faire retomber l'étage supérieur en fin de mission quand on n'en a plus besoin. Donc, si je continue dans la liste aussi, on peut mentionner le fait que Ariane 6 offre un volume charge utile qui est plus important sous coiffe. Ça aussi, c'était important pour les clients pour répondre aux besoins du marché. Voilà, donc autant de choses qui font que le lanceur Ariane 6, il offre des fonctionnalités qui lui permettent voilà, de répondre aux besoins du marché. D'accord, merci beaucoup Carole. Et justement pour ça, eh bien, avant de faire le premier lancement, il faut faire des essais, ce qu'on appelle justement des essais combinés. Eh ben justement, qu'est-ce que c'est qu'un essai combiné et à quoi ça sert? Pierre peut-être? Alors, je ferai juste un petit bond en arrière pardon, dans le temps. Avant les essais combinés, on doit, et je parle pour le sol évidemment, on doit qualifier tous les systèmes sol que l'on a mis en œuvre et que l'on a développés, et donc prononcer ce qu'on appelle une qualification technique. C'est-à-dire qu'on va, après avoir fait des réceptions et des essais sur les systèmes unitaires, on va faire des essais, nos propres, en fait, c'est nos essais combinés côté sol. Voilà, en fait, si on le schématise. Et donc, pour tout ça, pourquoi? Pour dire, ben, le sol est prêt à accueillir un lanceur. Alors là, pour les essais combinés, on a on peut appeler ça une maquette, on l'a appelé le CTM, le Combined Test Mockup. Mais on peut considérer que c'est quand même très très proche, en tout cas au niveau du corps central, hein, donc au niveau de son premier étage et étage supérieur qui forment le corps central, le LLPM et le ULPM. Donc LLPM, c'est Lower Liquid Propulsion Motor, et puis le LPM, c'est ce que tout à l'heure a décrit Carole. Là, on a un vrai lanceur. Après, les boosters sont des maquettes, et donc et d'ailleurs ne représentent aucun risque, hein, puisqu'on n'a pas le propergol dans les étages, qui est une source évidemment qui est une matière à manipuler avec infiniment de précautions. Donc en fait, on a fait d'abord cette qualification technique, et donc on a accueilli ce lanceur maquette, voilà, le CTM. Voilà. Donc les essais combinés, ben, en fait, c'est les essais où on marie pour la première fois le sol et le bord.
donc les installations sol avec son lanceur. Et donc là, on va, avant le vol inaugural, tester tous les cas nominaux, notamment en termes de remplissage des étages en ergols. Hein, donc, je rappelle, les ergols sur Ariane 5, c'est de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. On a aussi de l'hélium liquide, donc des matériaux manipulés avec infiniment de soins, et on met beaucoup de sécurité dans ces manipulations. Donc, on va donc faire ces tests nominaux et également faire des tests dégradés. Voilà, donc côté sol, c'est les grands essais, nous, que l'on va mener. On va également surveiller, superviser toutes ces opérations avec un banc de contrôle qu'on appelle sur Ariane 6 donc le CBLP, Control Bench for Launchpad, qui a été développé chez nous et qui va dialoguer à la fois avec les installations sol et avec le lanceur. Donc c'est un seul système unique, ce qui est aussi une particularité côté Ariane 6. Ariane 5, il y avait plusieurs bancs de contrôle. Là, on a un seul banc de contrôle. Et sur ce banc de contrôle, on va exécuter des automatismes ou des procédures automatiques qui, en fait, mettent en œuvre à la fois les systèmes sol et bord pour aller vers la chronologie finale. Donc, pour ce faire, peut-être on causera après, mais on va dérouler ces procédures automatiques, ces CPA, et également dérouler en finale une séquence synchronisée donc, qui se déroule dans les derniers instants de la chronologie pour simuler des H0, pour simuler des cas dégradés qui sont des arrêts de chronologie et remise en sécurité des installations. C'est justement ce que j'allais Voilà. te demander, c'est Oui. quelle est la différence entre les tests nominaux et les tests dégradés, et qu'est-ce que tu dégrades dans un test dégradé? Alors, donc, le test nominal, comme ça l'implique, c'est le déroulement normal de toutes les procédures que l'on écrit en amont. Donc, évidemment, tous ces essais sont d'abord écrits. Enfin, il y a des écritures de procédures qui sont validées et checkées notamment par les équipes de Carole pour dire, et également d'Ariane Group, hein, évidemment, hein, avec le côté bord. Donc, on décrit la procédure que l'on va faire. Et donc là, et qui doit dérouler une chronologie de lancement nominale. Tout doit se dérouler selon les spécifications que l'on a reçues. Et puis, en cas dégradé, à ce moment-là, on va tester certains arrêts de chronologie selon un scénario. Donc, on va préparer des scénarios à l'avance, qui sont également écrits à l'avance. On va les jouer et on va regarder comment les installations se comportent et si elles se comportent comme attendu. Et notre priorité, c'est toujours le retour en sécurité. C'est-à-dire que si on a une anomalie sur un moteur, sur une installation sol ou autre, il faut absolument que l'on revienne en sécurité. Et donc, c'est ce qu'on va tester durant ces essais combinés. D'accord. Carole, justement, dans ces essais combinés, il y a une quantité colossale, hein, si je ne m'abuse, d'essais déjà que vous devez faire, mécaniques, thermiques et peut-être autres, et puis une quantité encore plus grande de points de mesure qui sont faits partout, à la fois sur le lanceur, mais aussi à l'extérieur, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Comme le dit Pierre, hein, c'est vraiment, c'est un peu l'état final où le lanceur, comme les moyens sols, on fait énormément d'études, on fait énormément de tests au niveau de produits ou de sous-systèmes, voire des fois des essais de dérisquage, comme le disait Pierre. Après, c'est vraiment l'étape finale où on va pouvoir avoir énormément d'informations sur comment le système se comporte réellement et est-ce que c'est conforme à ce qu'on avait prévu ou est-ce qu'il y a des adaptations à faire. Et donc, voilà, c'est l'occasion d'apprendre énormément et donc ça se traduit, comme tu le dis, par beaucoup d'objectifs à couvrir pour pouvoir vérifier tout ce qu'on veut valider dans cette étape. C'est aussi énormément de mesures, hein. On a plus de 900 mesures sur les essais combinés, que ce soit des mesures de pression, de température, de vibration, des micros pour l'acoustique. Voilà, donc énormément de mesures et de données à exploiter. Et puis je dirais c'est aussi c'est aussi des répétitions pour les opérationnels. C'est aussi la façon pour les opérationnels de bien apprendre sur comment mettre en œuvre ce lanceur. Donc on le voit hein, au fil des chronologies, les opérationnels sont de plus en plus mûrs et donc ils comprennent, voilà, ils apprennent de mieux en mieux à maîtriser le système. Donc c'est ça aussi, hein, c'est une répétition générale pour toutes les équipes
pour arriver à maîtriser le comportement avec toujours, comme le dit Pierre, l'importance d'être toujours en sécurité et au moindre doute de pouvoir se remettre en état de sécurité. D'accord, merci Carole. Ces essais qu'on a vus il y a quelques jours, cet essai qu'on a vu il y a quelques jours, qui s'est déroulé avec succès quand même, il faut le dire, on y reviendra tout à l'heure, c'est, j'imagine, pas le premier essai qui a été fait. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les précédents essais qui ont été réalisés? Quand est-ce qu'ils ont été réalisés? Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Qu'est-ce qu'on a testé? Est-ce que Pierre, tu peux revenir un peu sur tout ça? Alors, les premiers essais ont été déroulés en juillet dernier, donc c'est ce qu'on appelait CTLO numéro 1. Alors, avant, on avait fait des essais d'adressage, c'est-à-dire, alors, les essais d'adressage, c'est le contrôle, c'est la vérification du bon dialogue entre le sol et le lanceur au niveau électrique. C'est-à-dire que voilà, on discute et on vérifie que effectivement, ben, toutes les commandes et les envois qu'on va lui faire sont bien réceptionnés et en retour que les mesures ou que la réception de la bonne commande est arrivée du lanceur vers le sol. Donc ça, c'est ce qu'on a fait début de cette année. Le premier, vraiment, donc là, on va dire la première partie, c'est ce que je disais, c'était l'O1 qu'on a joué 3 fois. On a eu le 1A, le 1B, le 1C, donc voilà, pour des anomalies qui sont arrivées sur ces différentes chronologies. Et c'est le test du bon remplissage. C'est-à-dire que c'est la première fois que le lanceur voyait des ergols et que côté sol, on remplissait le lanceur avec nos systèmes. Donc, oxygène, remplissage en oxygène liquide et hydrogène liquide. Et l'hélium également, puisqu'on a une sphère hélium sur Ariane 6. Donc, c'est aussi, et j'insiste aussi, et Carole l'a dit, c'est aussi des tests pour former les équipes, pour que les équipes prennent comment dire, sentent bien les installations et les moyens qu'ils ont développés, tant le hard que le soft, hein, puisqu'on a une grosse partie de ces comment dire, des commandes, des opérations qui sont menées sont faites avec du logiciel. Hein, donc, on teste également tout ceci. Donc ça, c'était la première partie. On est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle un essai rafale, et là aussi, Carole commentera le sujet. Donc, on allume la chambre du moteur Vulcain, hein, donc le moteur du premier étage, pendant très très peu de temps. C'est très rapide, mais ça montre qu'on est capable d'allumer le moteur au sol. Et ça, c'est primordial côté Ariane 6, puisqu'il faut que lors du décollage, le moteur Vulcain soit allumé pour après, il soit allumé avant l'allumage des ESR qui eux permettent le vrai décollage d'Ariane 6. Les ESR? Alors, pardon, oui, c'est l'équivalent des EAP, donc sur Ariane 5, hein, on a parlé d'EAP, sur Ariane 6, on est venu à l'anglais, donc c'est les ESR. Et donc, en fait, ce sont des moteurs à propergol solide, donc c'est des boosters à poudre. Ok. Qui permettent d'arracher le lanceur de la Terre et qui permettent son envol. Merci Pierre. Je Voilà, ça reviens. c'était la première partie. Je laisse Carole poursuivre sur CTLO 2.1, CTHF et le reste. Voilà. Merci Pierre. Carole, cette première chronologie, elle a commencé vraiment cette année. Le remplissage, c'était le 18 juillet. Et puis justement, début septembre, on commence à allumer le moteur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, juste pour préciser pour les gens, bien sûr, avant ces étapes qui sont cruciales avec les ergols, on a bien sûr toutes les étapes d'essais combinés pour la partie intégration. Donc là, on préfère ici bien donner un peu la priorité sur les derniers essais. Mais voilà, c'est pour préciser qu'il y a eu toutes les étapes aussi d'intégration qui se sont faites avant. Mais comme le dit Pierre, on fait par étapes. On a commencé avec les chronologies où on a rempli les réservoirs, vidangé, on a allumé la chambre du moteur. Et puis du coup, le 5 septembre, on est passé à l'étape d'après. On a allumé le moteur Vulcain et on a fait une durée de tir courte de quelques secondes, de 4 secondes. On va noter que sur Ariane 6, il y a une particularité. Hein, on allume le moteur Vulcain par le sol, contrairement à Ariane 5. Et donc, c'était important pour nous de vérifier comment ça se passait, quelles étaient les ambiances et la qualité de l'allumage du moteur. Qu'est-ce que ça veut dire allumer par le sol?
Alors en fait, il y a quatre allumeurs qui sont sur les moyens sols, donc quatre burners. On les verra peut-être sur la retransmission du CTHF, on verra quatre cylindres qui correspondent à des allumeurs. Et donc le sol allume le moteur via ces allumeurs. Donc D'accord. c'est pas de la pyrotechnie qui serait à bord du lanceur, c'est via ces allumeurs qui sont au sol qu'on allume le moteur. Ça, c'est une différence avec Ariane 5? C'est une différence avec le moteur Vulcain sur Ariane 5, oui. D'accord. Donc Donc, voilà, c'était un essai important donc ce 5 septembre pour l'allumage du Vulcain. et ensuite, 24 octobre, la suite? Et donc la suite, on a ensuite fait une autre chronologie le 24 octobre. Alors c'était une chronologie qui était assez particulière, hein. C'était pas une chronologie qui était orientée vers le moteur et l'allumage du moteur. Donc elle peut paraître parfois peut-être un peu moins importante que les autres, mais c'est tout le contraire. C'était une chronologie d'une durée de 30 heures. Il y avait énormément d'objectifs d'essais dessus pour caractériser beaucoup de choses pour le lanceur, des caractérisations thermiques, des caractérisations aussi de cas dégradés, comme le décrivait Pierre. Et donc, c'est une campagne qui a été extrêmement riche sur une durée de 30 heures et en plus avec une chronologie qu'on a faite la nuit. Donc, c'est aussi des conditions particulières, notamment pour les équipes. D'accord. Et enfin, le 23 novembre, où là, on teste un allumage long. Alors, comment on calcule la durée de cet allumage? Pourquoi 8 minutes? Alors oui, pourquoi 8 minutes? En fait, quand on dit tir à feu long, l'objectif c'était de faire un tir où la durée de fonctionnement du Vulcain représentait voilà, à peu près la durée de fonctionnement qu'il aurait pour tout le vol du premier étage LLPM sur un tir réel. Donc d'où la durée de fonctionnement. Donc c'est une durée de fonctionnement qui normalement permet de reproduire cette première phase de vol et de vider les réservoirs du premier étage. D'accord. Et donc, on arrive justement il y a quelques jours, tout s'est relativement bien passé, on y reviendra. Et est-ce qu'on peut revenir justement, comme vous êtes nos invités ce soir, quel est votre rôle, quel a été votre rôle en particulier dans le test de mise à feu longue qui a eu lieu le 23? On commence par celui qui veut commencer. Allez, Pierre, Pierre. je te laisse la parole. Allez, alors on est tous les deux, en fait, on est tous les deux dans ce qu'on appelle un salle projet. Donc la salle projet, elle est située dans le centre de lancement numéro 3. Donc on réutilise celui d'Ariane 5 pour Ariane 6. Et donc alors, on est isolé des équipes opérationnelles qui, elles, sont derrière le pupitre, mais on est dans cette salle en tant qu'autorité de conception, pour ma part, c'est-à-dire on va dire le grand Manitou de ce qui peut se passer au niveau du sol en termes d'anomalies ou en termes de décisions à prendre si évidemment les équipes opérationnelles nous demandent cet avis-là. Euh, le, avant d'être dans cette salle de projet, il y a toute une étape de préparation. Alors, je ne sais pas si on le décrit maintenant, mais en fait, on doit s'assurer que, en tout cas, parce que mes équipes et moi faisons avant ce lancement, c'est s'assurer que les moyens sols sont aptes à l'essai. Donc, en fait, on a toute une série de réunions pour justifier, prouver, établir que les moyens sols sont aptes à suivre, à dérouler l'essai et à dérouler notamment ce qu'on disait tout à l'heure, certains cas dégradés et les remises en sécurité. Donc on check évidemment tout ce qui va être procédure traitement des anomalies. Donc on tient à jour des journaux de bord pour traiter et suivre ces anomalies et les résoudre avant la chronologie d'essai. Et apporter aux équipes d'essai également l'état de la configuration nécessaire pour tenir l'essai. Donc pendant la chronologie, donc on est là pour suivre ce que font les équipes et comment se comportent les installations, leur apporter une expertise si nécessaire lors d'anomalies qui subviennent durant cette chronologie. Et on en a très peu en fait, ça on y reviendra peut-être, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a très peu d'anomalies qui remontent, et notamment la dernière sur CTHF, on a eu très peu d'anomalies qui sont remontées pendant la chronologie. Et ensuite, il y a le post-essai, donc l'après-essai,
Et donc là, notre rôle, c'est, au vu des inspections qui sont faites sur les installations de sol qui ont subi l'essai, de constater s'il y a d'autres anomalies qui apparaissent, qu'on ne détecte pas en chronologie, s'il y a d'autres anomalies qui apparaissent, et donc derrière, les suivre, les résoudre pour permettre l'essai suivant. D'accord, merci Pierre. Et Carole, du coup, quel était ton rôle dans cet essai à Felon? Ça va être très similaire à ce que décrit Pierre, parce qu'effectivement, on a vraiment des équipes, c'est assez structuré pendant ces essais combinés, hein, pour être sûr d'être très efficace. Chacun a un rôle, chacun connaît son rôle. Donc, il y a effectivement les équipes opérationnelles qui sont là vraiment pour dérouler les opérations et la mise en œuvre du lanceur. Il y a les équipes plutôt autorité technique, je dirais, comme le décrivait Pierre. Donc, c'est les équipes dont parle Pierre et moi, je suis dans les mêmes équipes avec le périmètre du launch system architecte. Et puis, il y a une troisième fonction, qui est une fonction qui est aussi dans notre équipe, mais qui est un petit peu différente, qui est la personne qui va coordonner le déroulé, on va dire, de ces essais combinés. Et donc, cette personne, c'est elle qui assure la liaison, je dirais, et qui s'assure qu'on a bien toutes les bonnes personnes qui sont dans la boucle quand on doit prendre une décision et qui s'assure qu'on a bien tout ce qu'il faut, aussi bien côté équipe opérationnelle que des équipes d'autorité technique. Donc moi, voilà, notre équipe, elle est comme celle de Pierre. On a vraiment une phase de préparation. On voit souvent l'essai, mais la phase de préparation est souvent aussi très intense. Il faut être sûr qu'il n'y a plus aucun point ouvert pour s'assurer que vous déroulez l'essai en toute sécurité. Ça demande beaucoup d'efforts pour voir toutes les anomalies passer, tous les points ouverts qui peuvent rester, qu'il faut justifier pour l'essai du jour. Et puis, il y a aussi toute la partie s'assurer des objectifs qu'on veut dérouler et bien expliquer et spécifier à l'équipe opérationnelle comment on veut que les objectifs soient implémentés pour être sûr que ça réponde aux besoins des équipes qui sont en charge de la qualification. Et puis le jour J, pendant la chronologie, on est dans cette salle projet. Donc on a des personnes qui sont devant des écrans, qui voient certaines mesures qu'on peut voir en direct pendant l'essai et qui vont vérifier que tout se passe comme prévu et vont surtout lever la main dès que quelque chose paraît anormal. Et à ce moment-là, voilà, tout le monde se mobilise pour essayer de comprendre, essayer d'analyser. Donc c'est une période qui est très intense. On a peu de temps. On a peu de temps pour arriver à comprendre, être sûr d'avoir compris et être sûr de la décision à prendre en direct. Est-ce qu'on rejoue un essai parce qu'on n'a pas eu les résultats escomptés? Est-ce qu'on doit changer ce qui était prévu parce qu'on a une anomalie? Est-ce qu'on doit arrêter l'essai parce qu'on a un problème de sécurité? Voilà, ce sont des décisions qui sont à prendre très rapidement et donc c'est des périodes assez intenses pour les équipes. Et puis voilà, une fois que l'essai est terminé, il y a toute la phase d'exploitation. On l'a dit, hein, il y a plus de 900 mesures, donc c'est énormément de données à analyser. À court terme, pour vérifier qu'on n'a pas de points difficiles à dédouaner pour l'essai suivant. Et puis à plus long terme, parce qu'il faut utiliser tout ça pour arriver à clore la qualification, pour arriver au premier vol. D'accord. Juste avant de passer la parole au chat, qui a déjà pas mal de questions à vous poser, une dernière, justement, un point maintenant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur la situation maintenant? Pierre, peut-être? Oui, alors, on en est sur la fin, quoi. Donc, il y a, je crois, et il faut s'en féliciter, il y a quand même une grande satisfaction aujourd'hui sur le programme Ariane 6, c'est que les chronologies se déroulent parfaitement. La dernière chronologie, on reviendra peut-être en détail après, mais on avait 1 heure d'avance sur le H0 visé, c'est-à-dire qu'on était prêt, à la fois le bord et le sol, et les équipes étaient prêtes pour faire le tir à feu 1 heure avant le H0 visé, ce qui est assez remarquable, hein. Je crois que certains, d'ailleurs, anciens d'Ariane 5 nous envient. Quand on leur raconte ça, bon, ils sont assez stupéfaits. Donc, ça fait aussi notre fierté aussi, quelque part. Mais je crois que donc on est sur la fin, c'est-à-dire que là, on a allumé le feu, l'étage, on a allumé le moteur, pardon, pendant les 400 et quelques secondes voilà, qui était alors pas forcément visé, mais enfin voilà, on est allé pratiquement au bout de vidange des ergols. Et il nous reste, alors il va nous rester 2 essais derrière, un qui va se passer dans 15 jours, qui va également comporter certains cas dégradés de, de, de remise en sécurité des installations, comme je disais tout à l'heure, pour
sur un certain scénario et sur certains scénarios. Et puis après, on passera, donc ce sera la dernière fois qu'on remplira les étages, pardon. Et ensuite, on passera à un essai un peu plus sol, c'est-à-dire qu'on fera une déconnexion des interfaces sol-bord, donc les fameux bras cryotechniques et les caissons Bang. On le fera à chaud, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ergols qui circuleront dans les installations. Et puis après, on aura, enfin, je dis ça rapidement, mais on ne pourra pas terminer quand même. Il faudra exploiter évidemment toutes les mesures et tous les résultats d'essai. Mais on pourra aller à FM1. Voilà, donc on est à 2 essais. On peut dire qu'on est sur le plan essai combiné, on est à 2 essais de FM1. Merci Pierre. Une fois qu'on aura fini tous ces essais, il sera temps, alors j'ai beaucoup aimé, c'est vous qui m'aviez noté ce mot, tous les deux, il sera temps de désintégrer le lanceur. Carole, est-ce que tu peux revenir sur ce terme d'intégration et surtout de désintégration? Est-ce qu'il est prévu de mettre de la dynamite dans Ariane 6 ou est-ce qu'on fait autrement? Alors, on va essayer de ne pas faire de dynamite sur le lanceur et le modèle des essais combinés. En fait, comme le dit Pierre, une fois qu'on a fini nos essais de déconnexion des ombilicaux, on va voir notre module essai combiné qui va être en zone de lancement. Et la désintégration du lanceur, ça veut dire qu'on va faire l'étape inverse de ce qu'on a fait pour commencer les essais. On va désassembler le lanceur et ramener les éléments dans les bâtiments associés. Donc, ça veut dire quoi? On va enlever la partie haute. Donc, la partie haute, c'est donc notamment les charges utiles et la coiffe. Donc là, on n'a pas de charge utile. On a uniquement des simulateurs et des mesures, mais on va enlever toute la partie haute avec la coiffe. Et on va retransférer ça au bâtiment d'assemblage final dans le hall d'encapsulation avec un camion qui transporte cette partie haute. Ensuite, il va falloir soulever le corps central pour le désassembler des propulseurs solides. Et donc, ce corps central, on va le remettre à l'horizontale et sur un transporteur, pareil, ramener ce corps central au bâtiment d'assemblage lanceur à l'horizontale. Et puis ensuite, on enlèvera les propulseurs solides d'essai qui sont là. Donc, c'est 3 maquettes et puis un propulseur qui n'a pas d'ergol, mais qui est représentatif du propulseur de vol. Et donc, il va falloir les enlever de la zone de lancement pour avoir une zone de lancement qui est libre et qui va permettre de faire des adaptations qui sont résiduelles à faire et pour s'adapter du coup au premier vol et puis ensuite accueillir les modules du lanceur FM1. Ok, donc une désintégration parfaitement contrôlée. Du coup, je vais vous remonter quelques questions qui viennent du chat. Donc merci à vous de participer. N'hésitez pas évidemment à continuer à réagir, interagir et poser vos questions. Il y a pas mal de questions. On va essayer de répondre assez vite. Datal qui demandait des caméras embarquées seront-elles installées afin d'améliorer la communication et la sympathie du public? Là, je laisse celui ou celle qui veut répondre. Alors, je ne sais pas, Pierre, si tu veux répondre. Vas-y. Au niveau des caméras, donc c'est clair que la partie communication, c'est important. Il faut que tout le monde puisse voir ce qui se passe et puisse vivre ce lancement au maximum. Le maximum est fait pour avoir les meilleures prises de vue possibles, alors que ce soit avec des caméras au sol, ça fait souvent des très très belles images au décollage et je suis sûre que Pierre, il y a des très belles caméras pour voir le décollage du premier vol et après autant que possible des images en vol. Après l'instrumentation exacte des caméras embarquées, je ne saurais pas répondre précisément. Donc on verra pour plus tard. Einstein 8854 qui demande si le moteur Vulcain peut être éteint et rallumé. Alors, le moteur Vulcain, ça dépend ce qu'on appelle éteint et rallumé. Le moteur Vulcain, il n'est pas rallumable dans le sens où, dans un vol, on ne peut pas éteindre le moteur Vulcain et le rallumer en vol. Ça, c'est pas une fonctionnalité qu'a le moteur Vulcain. C'est la fonctionnalité, par contre, qui a été développée avec le moteur Vinci, donc le moteur Vinci de l'étage supérieur.
D'accord. Nous avons aussi donc Dark Elisio qui nous dit: «Ce modèle Ariane 6 est resté longtemps sur le pas de tir. Est-ce qu'il y a une protection au niveau du Vulcain pour éviter que des bestioles s'y installent, comme on peut voir sur des réacteurs d'avions qui sont longtemps en stockage?» Pierre? Alors oui, alors déjà, la maquette de lanceur avec son moteur Vulcain sont abritées sous le portique. Alors, c'est pas une ambiance contrôlée, on est quand même en Guyane, donc avec la particularité du climat guyanais, mais il est inspecté régulièrement et on fait la chasse aux petites bêtes, évidemment. Et à ma connaissance, on n'a pas eu à détecter soit des araignées, soit des petites bêtes qui viendraient chatouiller le moteur. Et on n'a pas eu ça. D'accord, merci. Et enfin, pour cette première partie, on aura l'occasion encore de vous faire remonter d'autres questions un peu plus tard. Avio Delta qui nous demande: «Est-ce que le fait qu'une date ait été donnée pour le premier lancement veut dire que des embauches auront lieu au CSG?» Ah, ça, ça, je pense que Carole et moi sommes mal placés pour pouvoir répondre. Mais en tout cas, le premier lancement et les suivants, parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire la montée en puissance et en cadence plutôt des lancements Ariane 6, va faire que le centre spatial guyanais va retrouver une activité intense, et on le souhaite tous. Et donc, on espère tous qu'au final, effectivement, on pourra avoir des embauches, et en tout cas, ou en tout cas déjà maintenir l'emploi tel qu'il est, et créer de l'emploi derrière, évidemment, on en espère tous beaucoup. Merci beaucoup, à tous les 2 pour vos réponses. On passe à la deuxième partie, le cœur évidemment de notre émission d'aujourd'hui, ce fameux essai à feu long que l'on va regarder dans quelques minutes et puis que vous allez évidemment commenter, avec nous. D'abord, une question très simple: qu'est-ce que c'est qu'un essai à feu long? Carole? Alors, un essai à feu long, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Long, ça veut dire que là, voilà, ce qu'on cherchait à faire, c'est à allumer le moteur Vulcain et le laisser en fonctionnement pendant une durée qui correspond à peu près à la durée de fonctionnement du vol du premier étage, donc du LLPM sur un vrai tir. Donc, l'idée, c'était que toutes les chronologies précédentes, on a pu apprendre énormément des phases de remplissage, des phases de vidange, de la séquence synchronisée automatique qui nous amène jusqu'à l'allumage du moteur. Là, la spécificité de cet essai, c'est qu'on a aussi pu apprendre énormément sur le fonctionnement du premier étage pendant une phase équivalente à une phase de vol. Voilà la particularité de notre essai à feu long. D'accord. Pierre, donc des objectifs, nombreux qu'il a Alors, fallu qui ont dû être validés cette fois-ci? Alors effectivement, pour le sol, c'est un essai atypique parce que ça n'est pas du tout ce que le sol n'est pas conçu pour ça. Alors évidemment, on l'a adapté pour dérouler l'essai, mais le sol n'est pas fait pour avoir le moteur Vulcain qui s'allume pendant 8 minutes sur le pas de tir. Donc on a fait des adaptations pour résister à cet essai et donc en particulier à la thermique. À la pression du moteur dans son environnement, qui est la table, sont les carnaux, qui sont le déflecteur, donc le déflecteur de jet que l'on trouve dans les carnaux qui sont sous le massif de lancement. Et donc, on a dû modifier nos installations, donc soit par l'injection d'eau, donc on le verra, on le voit d'ailleurs sur les images, hein, on voit qu'on injecte de l'eau pour refroidir nos installations, notamment ce qu'on appelle le thorazote. Donc le thorazote, en fait, est un anneau qui vient se mettre autour de la tuyère du moteur Vulcain et qui permet de favoriser l'écoulement des gaz vers le fond du carnot et d'entraîner notamment l'hydrogène pour empêcher l'hydrogène de remonter, puisque l'hydrogène est un gaz très léger, et donc permettre au gaz de redescendre dans le carnot. Donc cet azote est protégé par un système d'injection d'eau qui est spécifique à cet essai. Et puis également, on a modifié le déflecteur. La particularité d'Ariane 6, c'est que le moteur Vulcain est en fait vise donc un déflecteur et vise l'arête du déflecteur. Donc il est en métal, cette partie métallique. Et là, on a dû la modifier. On a fait une tuile carbone selon nos estimations. C'était ce qui résistait le mieux et ça a très bien résisté d'ailleurs. Donc, il a fallu modifier ce déflecteur pour le rendre compatible de l'essai. Voilà.
Donc, on a fait ce genre d'adaptation. On a évidemment tous nos produits opérationnels ont été également adaptés à cet essai. On a développé des logiciels spécifiques pour l'essai. On a au niveau du banc de contrôle également une fonction spécifique pour arrêter l'essai en cas de problème. Hein, donc, on a ce qu'on appelle le ça suffit. Donc, on peut claquer un coup de poing d'arrêt pour arrêter l'essai et se remettre en sécurité. Voilà, donc on a fait toutes ces adaptations-là. Nous, on n'avait pas forcément beaucoup d'enjeux en termes de qualification, parce que comme je l'ai dit, c'est un essai particulier qui ne reflète pas les conditions d'un lancement nominal. Mais ça a été, et ça va être, on va le découvrir, ça va être instructif pour la suite des lancements Ariane 6 et pour, toujours pareil, dans notre objectif de pérenniser nos installations de façon qu'elles soient les plus robustes au futur lancement. D'accord, et bien justement, il est temps maintenant de regarder ensemble cet essai à feu long. On va partir 30 secondes avant le zéro, avant le top départ. On va entendre le DDO, le directeur des opérations, faire le compte à rebours final. Et puis, eh bien, pendant les quelques premières minutes, je vous propose de commenter avec moi les différentes étapes, les choses qui ont été testées. On y va, c'est parti. Donc nous sommes à T-35 secondes. Voilà, on voit le sommet du lanceur pour l'instant. Maintenant la vue zoom sur justement cette partie tuyère. Et puis on va maintenant écouter le DDO faire son compte à rebours. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage Vulcain. Un allumage donc parfait et quasiment sitôt que l'allumage a été lancé, on voit la tuyère bouger à gauche, à droite, en avant, en arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Alors, oui, en fait, un des objectifs côté lanceur, c'était de valider la fonction de pilotage. Donc, la fonction de pilotage, c'est pour pouvoir orienter le lanceur pour qu'il suive sa trajectoire. Et donc, pour ça, on bouge la tuyère du moteur pour orienter la poussée. Et donc, c'est ce qu'on voit avec des séquences de braquage dans différentes directions, avec différentes amplitudes, avec différentes fréquences, pour pouvoir tester cette fonction de pilotage en vue du vol du premier étage. Tu C'est nous, une fonction qui est très critique. C'est très important de bien la maîtriser pour ne pas perdre le lanceur pendant cette phase de vol dans l'atmosphère notamment. Tu nous disais donc que l'allumage se faisait au sol, juste à côté des tuyères, on voyait des grands tuyaux. Est-ce que c'est ça qui justement permettait l'allumage? C'est ça, ce qu'on appelle les burners. Donc, c'est le système qui permet d'allumer le moteur par le sol. On en a quatre. C'est un système qui fonctionne au propane et donc qui doit être testé également et valide et opérationnel. Donc, on l'allume assez tôt quand même par rapport au H0 de façon à ce qu'il déjà il monte en régime et ensuite ils permettent donc cet allumage pour être sûr qu'on fait un allumage correct. Puisque ce qui est redouté aussi, comme je l'ai dit, c'est les conditions d'allumage du moteur qui peuvent des fois entraîner certaines détériorations ou certains dysfonctionnements sur le moteur si jamais l'allumage est dit trop dur. Voilà, ce sont les termes consacrés. Voilà, ce qu'on voit également au-dessous de la tuyère et derrière sous les burners, ce sont ce que j'en parlais tout à l'heure, donc le tore azote, pardon, où on voit des petites buses qui permettent également l'injection d'azote et qui permettent un meilleur écoulement des gaz durant la phase d'allumage et la phase aussi d'extinction du moteur. D'accord, il est maintenant 2 minutes après le lancement. Donc dans un vol réel, normalement, les étages à poudre se séparent à une altitude d'environ 70 km. On voit sur ces images une production d'une espèce de fumée blanche qui entoure aussi le lanceur. Beaucoup de personnes se posent la question de justement qu'est-ce qui est émis? C'est quoi ces fumées blanches? Là, dans l'essai qu'on voit, on a le moteur Vulcain qui est en opération. Donc, le moteur Vulcain, il va utiliser de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Donc, ça fait de l'eau. Donc, voilà, les fumées, c'est beaucoup de vapeur d'eau. Et puis là, en particulier sur cet essai, c'est vrai sur un lancement, mais là,
Comme le disait Pierre, en particulier, on a beaucoup arrosé pour être sûr que les moyens sols pouvaient tenir la longueur du tir à feu. Donc on injecte beaucoup d'eau et donc l'eau, avec toute la chaleur induite par notre essai, ça fait aussi de la vapeur d'eau. Voilà donc ces grosses volutes de fumée blanche. D'accord. T plus 3 minutes. Ariane, normalement, devrait avoir maintenant dépassé la limite officielle de l'atmosphère, c'est-à-dire 100 km. Et à partir de là, on se trouve officiellement dans l'espace. Les contraintes aérodynamiques sont beaucoup moindres, presque nulles. Et donc, c'est le moment où, normalement, la coiffe d'Ariane se sépare et où la charge utile à l'intérieur se trouve justement au contact du vide de l'espace. Est-ce que cette coiffe a une particularité? Ou est-ce que ce sera à peu près la même chose que pour Ariane 5? Alors la coiffe, donc là c'est une coiffe de vol, hein, c'est une coiffe qui est représentative d'une coiffe de vol. On a deux configurations de coiffe sur Ariane 6. On a une coiffe qu'on dit longue de 20 mètres à peu près et une coiffe courte de 14 mètres. Voilà. Donc on a ces deux options possibles pour Ariane 6. D'accord. Est-ce que donc tout ceci se passe évidemment toujours depuis la Guyane française. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement l'intérêt d'avoir justement un site de lancement en Guyane française? Pourquoi là-bas et pas à Paris? Alors, la Guyane a été choisie dans les années 60 donc pour créer le Centre spatial guyanais parce qu'elle offrait tout un tas d'avantages. Le premier étant d'être au plus proche de l'équateur. Donc, comme je pense beaucoup de gens qui nous écoutent, on bénéficie de l'effet de fronde de la Terre. Et donc, on gagne en performance sur le lancement et sur les capacités du lanceur et sur son remplissage énergol, etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Après, alors d'un point de vue purement sol, on a des conditions climatiques qui sont quand même si c'est des fois un petit peu difficile, mais on a des conditions climatiques qui sont quand même assez favorables. On n'a pas de typhon, enfin, on n'a pas de phénomènes météorologiques qui sont très forts. On n'a pas de séisme, hein, donc ça c'est aussi important. Et après, on a une fenêtre de tir qui est assez intéressante puisque on va lancer sur l'océan en fait. Donc que ce soit des trajectoires vers l'est pour des tirs géostationnaires. Alors ce que je disais pour le lancement pour les lancements avec effet de fronde de la Terre, c'est pour les lancements géostationnaires. Et donc on va bénéficier, que ce soit à l'est ou que ce soit vers le nord, on bénéficie d'une fenêtre de tir qui est assez, notamment pour la sécurité des populations, qui est assez intéressante, puisqu'on est, en cas d'échec, on serait amené à avoir le lanceur ou les parties du lanceur retomber dans l'océan. Voilà. Donc il y a tout un tas, voilà, il y a d'autres avantages également, mais voilà les raisons principales du choix de la Guyane. Et lorsqu'on regarde justement les images du lanceur, donc là on retourne sur vraiment la partie juste en dessous de la tuyère, juste en dessous du moteur Vulcain, mais sur les images générales, on voit que justement cette vapeur d'eau n'est pas émise directement sous le lanceur, mais sort de deux tunnels qui se trouvent chacun d'un côté et de l'autre du lanceur. Est-ce qu'on peut parler justement de ces installations au sol? Oui, alors celles-là, je les connais bien, oui, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, à la fois pour les concevoir et pour les réaliser. Et effectivement, elles sont assez remarquables par leur dimension. Alors, c'est ce qu'on appelle des carnaux. Donc, en fait, il faut imaginer que c'est une grande tranchée dans le sol, et donc qui démarre sous le lanceur. Donc là où je parlais du déflecteur, donc en fait, le déflecteur est situé en son point le plus bas. Et puis, 90 mètres de chaque côté de ce point bas, en fait, on a ces grands tunnels qui remontent et qui permettent à la fois d'éloigner les gaz de combustion du lanceur, à la fois de protéger la charge utile et le lanceur des effets nuisibles. Enfin, le lancement, effectivement, ça en génère une onde de choc, on génère du bruit, on génère des vibrations, et donc il est tout à fait comment dire, enfin, nécessaire hein, de protéger le lanceur de ces effets-là. Et puis, ça nous permet également d'injecter de l'eau. L'eau est importante pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, on vient casser le bruit hein, ou la vibroacoustique générée par le lanceur.
Et donc, on injecte à différents points de ces carnaux, on injecte de l'eau et on injecte aussi sur la table lorsque le lanceur a décollé. Donc, voilà, c'est des ouvrages un peu particuliers parce qu'ils sont très sollicités en termes d'efforts. On est sur des phénomènes dynamiques rapides et ils ont une particularité de forte résistance au décollage. Alors, on le voit, l'essai est maintenant terminé, 8 minutes 15 au compteur. Et là, je rebondis sur une question d'Isabelle de Rêve d'Espace qui nous demande pourquoi annoncer 470 secondes et finalement faire moins, car la spec était à moins de temps. Effectivement, le test a duré 7 minutes au lieu de 8 minutes. Est-ce qu'on peut revenir sur cette petite différence? Alors oui, on peut l'expliquer, on a tout à fait compris ce qui s'était passé. Donc, l'objectif, ce qui était prévu, c'était qu'on puisse arrêter l'essai avec un niveau d'ergol dans les réservoirs qui arrivait sur des sondes basses. Donc en fait, il y a des sondes dans le réservoir et au fur et à mesure de l'essai, le niveau d'ergol dans les réservoirs diminue. Atteint ces sondes qui sont en bas du réservoir pour alerter sur le fait qu'on a vidé les réservoirs et on avait prévu plutôt de s'arrêter sur la détection de ces sondes et de vidanger les ergols. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 50 secondes avant l'instant prévu où on va détecter la vidange des réservoirs, il y a l'ordinateur de bord qui va vérifier que les sondes de niveau sont opérationnelles et qu'elles vont effectivement pouvoir nous donner ce diagnostic. Donc ça, c'est particulier parce que on a un risque sécurité. Si on épuise les réservoirs et qu'on n'arrête pas l'essai, on a un risque derrière sécurité. Donc ce test a eu lieu et il y a des seuils pour détecter si la sonde est opérationnelle ou pas. Et il se trouve qu'une des sondes n'était pas dans les seuils prévus et donc l'ordinateur de bord de façon tout à fait normale à arrêter l'essai. Et donc, D'accord. cette histoire, on s'est arrêté 50 secondes plus tôt que l'instant qu'on imaginait. Après, ce test, la logique est un peu différente parce qu'on était sur un test au sol. Donc, ce test, on le fait aussi en vol. Par contre, la sécurité quand on est au sol pour protéger les moyens sol, on a renforcé ce test et il est beaucoup plus strict que ce qu'on fait en vol. En vol, on laisse plutôt la chance à la mission. Et ce test, déjà, est fait beaucoup plus tardivement. Il est fait 1,5 secondes avant la date prévue au lieu de 50 secondes. Voilà, en vol, les conséquences auraient été différentes. Après, sur les objectifs de l'essai, ça n'a pas entaché le fait qu'on a réussi à atteindre tous les objectifs qui étaient prévus auparavant. Voilà, l'essai reste un grand succès et la cause est complètement comprise. Et c'était justement la question que je voulais vous poser. Quelles sont vos conclusions justement sur cet essai à feu long du moteur Vulcain? Pierre, peut-être? Alors, alors, ma première conclusion, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la grande maîtrise des équipes, des moyens qui leur sont mis à disposition pour dérouler les opérations voilà, et du produit qu'on appelle le produit opérationnel. Mais pour moi, la vision côté sol, c'est ça, c'est vraiment ça. Et comme je le répète, on avait 1 heure d'avance sur le H0. Je crois que ça, c'est quelque chose de remarquable. Après, moi, je souligne le comportement aussi excellent quoi, du lanceur, la maquette du lanceur qu'on avait, qui nous permet de dérouler ces chronologies. On a des allumages moteurs qui se passent très bien, dans les gabarits prévus. Et je félicite aussi nos amis d'Arrêt Group pour ça, parce que c'est quand même assez remarquable. Et puis des installations sol qui se comportent également de très belle façon. Les inspections d'après-tir ont révélé très très peu de dégâts. Et j'ai même certains de mes équipes qui m'ont dit mais est-ce que tu es sûr qu'on a fait l'essai? Donc c'est vous dire à la fois les précautions que l'on a prises et la qualité euh, des systèmes qui ont été réalisés et qui, pour moi sont remarquables. Je le répète, hein, c'est pas de la. Je pense que quand on fait des choses bien, il faut s'en féliciter et il faut le dire. Et là, je confirme que nous avons fait des choses remarquables, toute équipe confondue, et toute personne qui a participé à ces essais-là ont fait des choses remarquables pour cet essai, et c'est pas fini, et vous allez voir pour FME.
Merci beaucoup Pierre. Oui, Carole? Oui, je voulais juste rejoindre Pierre. Je pense que c'est quand même un essai assez marquant. Donc déjà, enfin, moi, je retiens on a beaucoup appris de cet essai aussi sur les phases de vol qu'on n'avait pas forcément encore pu voir sur les chronologies précédentes, hein, sur le très bon comportement de tous les systèmes de pressurisation des réservoirs, sur les systèmes de pressurisation sur la partie voilà, comportement de l'alimentation du moteur par les réservoirs. On a énormément appris sur la phase vol qu'on n'avait pas pu voir avant. Et comme le dit Pierre, c'est vraiment un comportement qui est vraiment remarquable en termes de maîtrise et de cohérence avec ce qui était prévu. Je rejoins aussi Pierre sur le fait qu'on peut remarquer quand même que on a à la fois une bonne maîtrise au niveau du comportement du lanceur ou des moyens sols, et aussi vraiment une très grande maîtrise par les équipes, qu'elles soient d'Ariane Group, du CNES, de l'agence. On voit que les gens maîtrisent vraiment très bien, aussi bien les opérations que le comportement. On a très peu d'anomalies. Quand on a une anomalie, les équipes sont vraiment très réactives pour arriver à comprendre la cause. On a des opérations qui sont très maîtrisées avec des chronologies qui sont longues, et on a finalement, on tient le planning même avec de l'avance, comme le soulignait Pierre. C'est assez remarquable. Et puis personnellement, j'ajouterais que c'était, voilà, ce que j'en retiendrai aussi, c'est une expérience humaine incroyable parce que voilà, c'était un pas de plus vers un vol, hein. On a vu une phase de premier étage, même s'il est resté au sol, et ça, humainement, c'était une expérience incroyable à vivre. J'imagine. Merci à tous les deux. Je vais faire remonter aussi une autre question. Tout ce dont on parle maintenant, c'est du test du moteur central, donc Vulcain. Dans un tir réel, autour de l'étage central, il y a des boosters, des étages à poudre. Et Datal nous demande quelle est la puissance d'un booster d'Ariane 6 par rapport à un booster d'Ariane 5. Et donc j'en profite pour rajouter aussi cette question, justement, quid de ces étages à poudre? Est-ce qu'ils ont déjà été testés, eux? Voilà. Tu... Je ne sais pas si Alors, je prenne la question. ouais. Sur les étages, donc on a effectivement, sur Ariane 6, on a des puissants à poudre qui sont, donc on l'appelle les P120C, mais qui ont 142 tonnes de propergol solide. Donc ils sont plus petits que les EAP, les étages à poudre qu'on avait sur Ariane 5. On a du coup une poussée de 350 tonnes. Donc ils sont plus petits. Après, il y en a 2 ou 4 sur Ariane 6, hein, il n'y en avait que 2 sur Ariane 5. Et bien sûr, ces étages à poudre, comme tout le reste, il faut le tester, il faut les valider. Et il y a eu des essais qui ont été faits sur un banc d'essai qui est en Guyane. Et donc, c'est la photo qui apparaissait, hein, où on a fait 3 tirs à feu de ces propergols. Alors, le P120C, c'est aussi un premier étage de Vega C. Donc, voilà, il y a eu 3 tirs à feu qui ont permis de couvrir la qualification de ce propulseur à poudre, autant pour Vega que pour Ariane 6. D'accord, merci Carole. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre? Non, rien à rajouter, enfin, si ce n'est que préciser que le banc d'essai sur lequel on teste ces étages à poudre, en fait, est unique au monde, il est au centre spatial guyanais, parce qu'on teste les étages à la verticale. Et pour des moteurs à poudre, à ma connaissance, hein, mais c'est le seul, c'est sa particularité, c'est qu'on les teste en conditions de vol. Alors que dans beaucoup d'autres pays qui ont ce même type de moteur, en fait, ce sont des bancs d'essai à l'horizontale. Et on n'a pas tout à fait les mêmes comportements quand même que lorsqu'on est à la verticale. Voilà. D'accord, merci. Et bien justement, revenons un peu sur ça. On va prendre un petit peu de recul sur ce projet Ariane 6. Ariane 6, c'est un projet qui implique, comme vous l'avez dit, énormément de monde. Carole, est-ce que tu peux nous parler justement des différentes entités qui sont impliquées dans ce fameux programme Ariane 6? Il y a effectivement énormément d'entités impliquées sur le programme. On a déjà l'Agence spatiale européenne qui a la maîtrise d'ouvrage du programme. Donc à l'Agence spatiale européenne, il y a plusieurs rôles, mais en particulier, l'Agence spatiale européenne a un contrat avec Ariane Group qui est en charge et maître d'œuvre de tout le développement de la partie lanceur. Et donc, il y a une équipe au sein de l'Agence spatiale européenne qui gère ce développement du lanceur qui est de maîtrise d'œuvre Ariane Group.
Il y a aussi un contrat qui a été passé avec le CNES pour le développement des moyens sols. Donc, on a aussi une équipe qui gère cette partie. Et puis, il y a une équipe qui est du coup notre équipe qui gère les interfaces entre le développement des moyens sols et du lanceur pour s'assurer de la cohérence d'ensemble. Donc, on a effectivement ces 3 acteurs majeurs, l'Agence spatiale européenne, Ariane Group et le CNES. On peut mentionner aussi énormément d'industriels qui travaillent soit pour le développement du lanceur, soit pour le développement des moyens sols. Et donc, il y a énormément d'industriels qui sont impliqués dans ce développement. Puis enfin, on peut mentionner Ariane Espace aussi, qui est bien sûr impliqué en termes de tout ce qui est gestion du marché, de relations avec les clients. Et donc, la partie importante qui est ensuite de rentrer dans cette phase d'exploitation et d'avoir des vols avec des clients sur notre lanceur Ariane 6. Alors Pierre, nous sommes sur la chaîne Twitch du CNES. Est-ce que tu peux nous parler justement du rôle du CNES en particulier? Alors, le CNES, outre les activités que Carole a décrites pour ses équipes qui ont assisté l'ESA dans son rôle de maître d'ouvrage, donc le CNES s'est vu confier la maîtrise d'œuvre des moyens sols. Donc, à ce titre-là, toute la sous-direction, enfin une grosse partie de la sous-direction sol, développement sol, a été impliquée dans ce programme, évidemment. Nous nous appuyons sur beaucoup d'industriels, hein, évidemment. Donc, les contrats, nous gérons la plupart des contrats de développement et de réalisation pour notamment tout ce qu'on appelle, enfin, tout le LA4, hein, tout l'ensemble de lancement d'Ariane 6. Ça fait, alors j'ai fait un petit calcul, mais c'est une cinquantaine de contrats, et je parle de gros contrats, hein, c'est-à-dire évidemment derrière on a des... Et ça implique des milliers de personnes. Hein. Donc on fait appel à des sociétés de différentes tailles, soit des majors de l'industrie européenne, on va dire, puisqu'on est soumis évidemment à la règle des retours géographiques pour choisir les industriels qui participent au programme selon les pays qui participent au programme également. Donc des grands industriels, mais également, et c'est très important pour nous, on s'appuie également sur le tissu local guyanais. Hein, il y a une force de frappe qui est assez importante localement, et on s'appuie sur eux également pour mener à bien ces grands projets. Donc en fait, on n'oublie personne et on travaille avec tout le monde. Donc c'est une organisation qui est assez lourde, mais pour lesquelles nous avons l'habitude de travailler et qui aujourd'hui, avec l'essai que vous venez de voir, montre sa réussite et sa compétence. Je vous fais remonter... Peut-être juste pour Carole, oui, compléter bien sûr. sur les du CNES, juste pour compléter, parce qu'il y a effectivement des rôles très multiples du CNES. Il y a effectivement le responsable du développement des moyens sols, comme le dit Pierre. Il y a un rôle aussi de réalisateur des essais combinés avec les équipes de groupe, qui est quand même un rôle aussi important. Et puis, donc, il y a, comme Pierre le disait, le support du CNES à l'Agence spatiale européenne dans ses différentes fonctions. Je voulais aussi souligner qu'il y a aussi un rôle du CNES vis-à-vis de la loi spatiale, qui est aussi une autre casquette que le CNES a et qui sera importante pour pouvoir autoriser le premier vol d'Ariane 6. Merci Carole. Je vous fais remonter quelques questions, il y en a plusieurs du chat. Apparemment, le chat s'inquiète vraiment de l'influence que pourraient avoir les lancements sur le pas de tir. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que tout le monde semble inquiet de la bonne santé du pas de tir, c'est bizarre. Je vous fais remonter par exemple 2 questions, une de Yennefer Twitch qui demande « Ce pas de tir serait-il abîmé par la fusée Starship ?» Et puis Rêve d'espace qui nous demande est-ce qu'il pouvait y avoir des dégâts au sol après un lancement d'Ariane 5 en comparaison avec les futurs lancements d'Ariane 6. Voilà. Bon. Alors, pour la première question, alors, comme je le disais au début du Twitch, chaque pas de tir est adapté au lanceur. Donc, évidemment, le pas de tir Ariane 6 n'est pas adapté au Starship. Et puis, on reste modeste. Hein. Nous, on a un moteur qui s'allume au sol. Nos amis américains, ils en ont allumé 33. Bon, donc évidemment, ça ne peut pas, ça n'est pas compatible. Voilà, ça n'est pas compatible. Mais je pense qu'on saurait faire. Voilà. Et après, la deuxième question, La deuxième question était
est-ce qu'il pouvait y avoir des dégâts au sol après un lancement d'Ariane 5 en comparaison avec ce qu'il y aura avec Ariane 6? Est-ce que le pâtir est mieux protégé ou est-ce qu'il est protégé pareil? Alors évidemment, on a tenu compte de tout le retour d'expérience d'Ariane 5 pour concevoir celui d'Ariane 6, le pâtir d'Ariane 6. On a pris beaucoup, et pour certains d'entre nous, on a travaillé sur celui d'Ariane 5. Donc on a apporté même beaucoup d'améliorations, ne serait-ce que déjà la forme de ces carnaux, comme je disais, les injections d'eau, de bien positionner ça par rapport aux ESR. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait entre guillemets le plus mal un pas de tir, c'est les boosters à poudre. Le moteur Vulcain, comme je l'ai dit, et comme vous l'avez vu sur les images, n'est pas très agressif. Par contre, évidemment, quand on a 2 fois, 3 ou 4 fois 350 tonnes de poudre qui s'allument au décollage, ça peut faire des dégâts. On a des gaz très chauds, abrasifs, etc. Donc, on protège avec tout un tas de systèmes. On a une expérience et en fait, nos pâtis ont une durée de vie de 30 ans. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut faire du maintien en conditions opérationnelles, hein, donc faire des maintenances plus ou moins lourdes, mais nos pâtirs sont conçus pour résister à, aujourd'hui, enfin, on est sur 12 lancements. Notre spécification d'entrée, c'est 12 lancements par an pendant 30 ans. Et on a conçu pour que ça soit le cas. Voilà. Donc, voilà. D'accord, merci. Carole, nous avons Technique Spatiale qui demande, on parlait tout à l'heure justement de la partie industrielle, énormément d'industriels européens participent aussi à cette aventure. Technique Spatiale demande comment est décidé quels lots reviennent à des agences publiques et quels lots sont alloués à des industriels. Alors, ce ne sont pas les mêmes rôles entre des acteurs publics et des industriels. Donc là, sur Ariane 6, on a vraiment voilà, une évolution de gouvernance qui était une volonté d'essayer de donner plus d'autonomie à l'industrie. Et donc, on a vraiment, côté lanceur, une maîtrise d'œuvre par Ariane Group qui est responsable des choix de design, de la validation, de la qualification, bien sûr, en lien avec les agences, hein, que ce soit côté CNES ou l'Agence spatiale européenne, pour que les agences puissent apporter leur expertise, puissent suivre et aider Ariane Group dans ce rôle de maître d'œuvre côté lanceur. Pour la partie sol, voilà, c'est historiquement des compétences, comme le disait Pierre, qui sont maîtrisées côté CNES. C'était un choix de compétences de développement de pâtir depuis des dizaines d'années. D'accord, merci Carole. Je vais vous faire monter deux dernières petites questions rapides avant qu'on pose les dernières questions, puis qu'on finisse cette émission. Avant-dernière question, donc, est-ce qu'il existe des projets avec des passagers? Est-ce qu'on envisage de pouvoir faire monter des humains dans une future version d'Ariane? Ça existe. Oui, oui, ça existe. Il y a des initiatives. On a même nous été sollicités par nos collègues d'Aren Group, hein, pour effectivement installer une petite navette sur la place de la Coiffe. Mais on remplace par une petite navette et c'est connu dans les magazines. Je pense que spécialisé, vous avez dû voir cette configuration. Et donc, on adapte effectivement. On saurait adapter le pas de tir pour faire du vol habité. Et puisqu'on est en fin d'émission, si je pouvais participer et apporter mon expertise à un projet de cette sorte, j'en serais le plus heureux pour finir ma carrière. J'imagine bien. C'était donc une question de Tipwick. Et puis la dernière question que je vais vous faire remonter, Dark Elisio qui nous dit Ariane 5 avait l'habitude de faire des ronds de fumée à l'allumage des EAP. Est-ce qu'on peut espérer la même chose sur Ariane 6? Je ne sais pas si on fera des ronds de fumée, mais par contre, on serait très heureux de voir si effectivement il y a des ronds de fumée en voyant notre premier vol qui arrive maintenant
très rapidement et donc on regardera ça au premier vol pour voir si on a des rondes fumées. Eh bien, Carole, tu ne pouvais pas mieux répondre parce que c'est ma dernière question pour ce soir. Est-ce qu'on sait justement quand Ariane 6 fera son vol inaugural? Alors oui, on peut. Donc il y a eu effectivement, je pense, dans la presse très récemment l'information. Donc aujourd'hui, le vol inaugural, il est envisagé entre la mi-juin et la fin juillet de 2024. Donc bien sûr, sous couvert de découverte d'un aléa, mais voilà la période qui est envisagée aujourd'hui avec toutes les étapes majeures qu'on a passées et donc l'état aujourd'hui de validation qu'on a pu avoir, notamment avec toutes ces phases d'essais combinés qui ont été un gros succès. Merci beaucoup Carole. Et j'en profite, eh bien justement, juste avant de vous remercier tous d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec nous, eh bien de vous annoncer la prochaine émission, donc cette prochaine émission sur cette chaîne Twitch du CNES. La prochaine émission, ce sera une émission sur Euclide, ce fameux satellite dont la mission est de mesurer tout ce qui est noir dans l'univers, l'énergie sombre, la matière noire. Donc cette émission, eh bien, elle sera la semaine du 11 décembre. On n'a pas encore la date exacte, donc n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux du CNES pour être informé. Mais on sait que ce sera aux alentours de la semaine du 11 décembre. Voilà. Je voulais vous remercier beaucoup. Merci beaucoup Carole de Remaux. Merci Pierre Guilhem d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir fait profiter de votre expertise et de vos lumières sur justement l'avancement de ce projet Ariane 6. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir pris de votre temps. C'était vraiment un véritable plaisir de vous écouter. Merci à tous et à toutes vous les internautes qui étiez là avec nous, qui nous avez posé vos questions, qui avez réagi dans le chat. C'est toujours aussi un bonheur de vous voir aussi nombreux passionnés par les avancées de l'aérospatiale. Je pense que j'ai fait les remerciements pour tout le monde. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, Carole et Pierre? Bah non, merci beaucoup, c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir de voir des gens intéressés par les activités du spatial. Donc un grand merci à tous. De même, je me joins à un remerciement de Carole. Très, très, très agréable moment. Et puis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour FM1, pour le premier vol d'Ariane 6 dans 6, 7, 8 mois. Voilà. Eh bien, on ne pouvait pas dire mieux. On restera sur ta phrase, Pierre. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, eh bien, pour terminer, nous allons passer une petite vidéo d'un time-lapse justement de cet essai qui a été monté par l'Agence spatiale européenne. Bonne continuation à tous et à toutes et certainement à bientôt. Au revoir.